Le narcissique que vous croyez connaître, celui qui semble si sûr de lui, si maître de la situation, si supérieur à tous, cache un secret qu'il n'avouera jamais. Sous cette façade de grandeur, il y a une structure psychologique incroyablement fragile. Et quand cette structure commence à s'effondrer, elle passe par 5 phases spécifiques que Carl Jung a documentées. La troisième de ces phases est la plus dangereuse. C'est le moment où le narcissique devient le plus imprévisible, le plus destructeur, le plus capable de faire du mal. Aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître chacune de ces phases. Et, ce qui est plus important, vous saurez exactement quand vous protéger. Avant de plonger dans ces phases, il est essentiel de comprendre ce qui provoque l'effondrement narcissique. Jung l'a expliqué avec une clarté remarquable. Le narcissique construit son identité sur une image idéalisée de lui-même. Il se voit comme spécial, supérieur, digne d'admiration. Cette image n'est pas basée sur la réalité, elle est basée sur ce qu'il a besoin de croire pour fonctionner. Et cette image a besoin d'être constamment alimentée par le monde extérieur. Elle a besoin que les autres la valident. Elle a besoin de succès qui la confirment. Elle a besoin d'un approvisionnement constant d'admiration, une alimentation comme certains psychologues l'appellent. L'effondrement se produit quand cette image ne peut plus se maintenir, quand la réalité s'impose d'une manière que le narcissique ne peut ni ignorer ni distordre. Cela peut être la perte d'un travail qui définissait son identité. Cela peut être l'abandon de sa victime préférée. Cela peut être une humiliation publique qui dément sa prétendue supériorité. Cela peut être simplement le passage du temps, érodant les choses qui le faisaient se sentir spécial. Quand le fossé entre qui il croit être et qui il est réellement devient impossible à ignorer, l'effondrement commence. Inévitablement, Jung nous met en garde. Ce processus est particulièrement dangereux parce que le narcissique n'a pas les ressources internes pour le gérer. Une personne avec une psychologie saine peut faire face à des échecs, à des pertes, à des désillusions, parce qu'elle a un sens d'elle-même qui ne dépend pas complètement de facteurs externes. Le narcissique, lui, n'a pas ça. Son sens de lui-même est construit sur du sable, et quand ce sable bouge, tout s'écroule, comme un château de cartes. Maintenant, passons aux 5 phases. Chacune a des caractéristiques spécifiques que vous devez connaître. Absolument. La première phase s'appelle la négation intensifiée. Quand les premières fissures apparaissent dans l'image du narcissique, sa première réponse est de nier qu'elles existent. Mais ce n'est pas une négation ordinaire. C'est une négation qui s'intensifie à mesure que les preuves s'accumulent. Plus la réalité devient évidente, plus il la nie intensément, avec une force démesurée. Durant cette phase, le narcissique peut paraître plus arrogant que jamais. Il peut faire des affirmations de plus en plus grandioses sur lui-même. Il peut rejeter toute critique avec une fureur qui semble disproportionnée. Il peut inventer des succès qui n'existent pas. Il peut réécrire l'histoire d'une manière de plus en plus éloignée de la réalité. Cette intensification de la négation est un signe que quelque chose se brise à l'intérieur, quelque chose de profond. Jung a observé que cette phase peut durer assez longtemps. Le narcissique a de l'expérience dans la distorsion de la réalité. Il a passé toute sa vie à le faire. Mais la négation a des limites. Inévitablement, la réalité devient impossible à ignorer complètement. Et c'est alors qu'arrive la deuxième phase. La deuxième phase s'appelle la recherche désespérée d'alimentation. Quand la négation commence à faiblir, le narcissique entre en panique, il a besoin d'alimentation urgemment. Il a besoin que quelqu'un lui dise qu'il est spécial. Il a besoin que quelque chose lui confirme que son image est réelle. Et il va la chercher de manière de plus en plus désespérée. Durant cette phase, vous pouvez observer des comportements qui semblent contradictoires. Il peut tenter de renouer avec des victimes qu'il avait écartées depuis longtemps. Il peut être soudainement charmant avec des personnes qu'il ignorait auparavant. Il peut faire des promesses qu'il n'a jamais faites.
Il peut montrer une vulnérabilité qu'il cache normalement. Tout cela n'est pas un changement véritable. C'est du désespoir. C'est une tentative frénétique de trouver quelque chose qui soutienne son image qui s'effondre. Un véritable barrage pour retenir les flots. Durant cette phase également, il peut chercher une alimentation de manière moins évidente, des succès professionnels qui compensent des échecs personnels, des acquisitions matérielles qui démontrent sa valeur, de nouvelles relations qui remplacent les pertes, une reconnaissance publique qui contredit les doutes privés. Le narcissique dans cette phase remplit un seau percé. Rien n'est suffisant, rien ne dure, une course sans fin. La troisième phase est la plus dangereuse. Jung l'a appelée la rage narcissique incontrôlée. Elle survient quand la négation a échoué et que la recherche d'alimentation n'a pas fonctionné. Le narcissique se retrouve confronté à quelque chose qu'il ne peut tolérer, la possibilité qu'il ne soit pas qui il croit être. Et cette possibilité génère une rage qui vient des profondeurs les plus primitives de sa psychologie. Cette rage est différente de la colère normale. La colère normale est une réponse à quelque chose de spécifique. Elle a un objet clair. Elle a des limites. La rage narcissique est existentielle. C'est la réponse de quelqu'un dont l'identité entière est menacée. Elle n'a pas de limite claire. Elle n'a pas de proportion. Elle ne répond pas à la logique ou à la raison. C'est de la pure destruction à la recherche d'une cible. Durant cette phase, le narcissique peut devenir physiquement dangereux. Il peut détruire des biens, il peut faire des menaces qu'il n'aurait jamais faites auparavant. Il peut prendre des mesures pour ruiner la vie de ceux qu'il perçoit comme responsables de son effondrement. Il peut se faire du mal à lui-même comme une forme de punition envers les autres ou pour retrouver une sensation de contrôle. Jung a été très clair à ce sujet. La troisième phase est le moment où vous avez le plus besoin de distance. C'est le moment où vous avez le plus besoin de protection. C'est le moment où le narcissique est le plus imprévisible et le plus capable de causer des dommages réels. Si vous êtes en contact avec un narcissique dans cette phase, votre sécurité doit être la priorité absolue, sans aucune hésitation. Il existe des signes spécifiques qui indiquent que le narcissique est entré dans la phase 3. Soyez vigilants. Le premier signe est l'intensité de la réaction. Des réactions qui semblent complètement disproportionnées par rapport à ce qui les a provoquées. Une fureur extrême pour des choses mineures. Une destruction pour des choses insignifiantes. Si l'intensité ne correspond pas à la situation, vous êtes probablement face à de la rage narcissique. Le deuxième signe est la perte du masque public. Le narcissique est normalement très soucieux de son image. Il peut être charmant en public, même s'il est monstrueux en privé. Durant la phase 3, il perd fréquemment cette capacité à maintenir le masque. La rage émerge même dans des contextes où il se contrôlerait normalement. C'est le signe que l'effondrement est sévère. Le troisième signe est l'obsession des coupables. Le narcissique en phase 3 a désespérément besoin de quelqu'un à qui faire porter le chapeau. Il ne peut accepter que sa situation soit le résultat de ses propres actions. Alors, il identifie des méchants. Fréquemment, ces méchants sont les personnes les plus proches de lui. Si vous devenez l'objet de sa culpabilité, vous êtes en danger, imminent. Le quatrième signe est le comportement erratique. Des actions qui n'ont pas de sens logique, les décisions qui semblent autodestructrices, les mouvements impulsifs, sans considérer les conséquences. Le narcissique en phase 3 a perdu une grande partie de sa capacité de planification stratégique. Il opère depuis un lieu de pur instinct défensif. La quatrième phase s'appelle la fragmentation. Elle survient lorsque la rage s'épuise, mais que l'effondrement ne s'est pas résolu. Le narcissique entre alors dans un état de désorganisation psychologique. Son sens de lui-même, qui a toujours été fragile, est maintenant véritablement fragmenté. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il veut, il ne sait plus comment fonctionner. Durant cette phase, vous pouvez observer des comportements qui semblent complètement hors de son personnage habituel. Il peut montrer une vulnérabilité authentique.
Il peut admettre des choses qu'il n'aurait jamais admises auparavant. Il peut sembler perdu, confus, presque méconnaissable. Il peut y avoir des épisodes de ce qui ressemble à une dépression réelle. Il peut y avoir des moments de clarté sur son comportement passé. Jung nous a mis en garde, cette phase peut être trompeuse. Certaines victimes voient la vulnérabilité du narcissique en fragmentation et ressentent de la compassion. Elles espèrent qu'il a enfin changé. Elles ressentent l'impulsion d'aider, de le sauver, d'être là pour lui, mais Jung était très clair. La fragmentation n'est pas une guérison. C'est un moment de crise dans un processus qui peut aller dans n'importe quelle direction. Ce qui se passe après la fragmentation dépend de nombreux facteurs. Certains narcissiques cherchent une aide professionnelle durant cette phase et entament un VRAI, processus de changement. C'est rare, mais possible. La plupart, cependant, finissent par reconstruire leur structure narcissique. Ce peut être une version modifiée, ce peut être une version plus prudente. Mais fondamentalement, c'est le même schéma. La 5e phase s'appelle la reconstruction ou la dissolution. C'est le résultat final de l'effondrement, et elle peut aller dans 2 directions très différentes. Dans la direction de la reconstruction, le narcissique remonte graduellement son image. Il trouve de nouvelles sources d'alimentation. Il développe de nouveaux récits qui expliquent son effondrement de manière à protéger son ego. Il adapte sa grandiosité à ses circonstances actuelles. Et finalement, il revient à un fonctionnement similaire à celui qu'il avait auparavant, peut-être plus prudent, peut-être plus secret, mais fondamentalement identique. Dans la direction de la dissolution, le narcissique ne parvient pas à reconstruire sa structure. Il peut tomber dans des addictions comme moyen d'échapper au vide intérieur. Il peut développer des problèmes de santé mentale plus sévères. Il peut s'isoler complètement du monde. Il peut, dans des cas extrêmes, mettre fin à ses jours. La dissolution est le résultat lorsque l'effondrement est si sévère qu'il n'y a aucun moyen de recoller les morceaux. Jung a observé que la direction que prend cette 5e phase dépend de plusieurs facteurs. La sévérité de l'effondrement, les ressources externes disponibles, l'accès à une alimentation alternative, la présence ou l'absence d'intervention professionnelle et peut-être le plus important, l'âge du narcissique, les effondrements qui surviennent plus tard dans la vie, lorsqu'il y a moins d'opportunités de reconstruction, ont plus de chances de se terminer par une dissolution. Avant de continuer avec comment vous protéger durant chaque phase, je veux faire une pause. Si ce contenu vous aide à comprendre ce que vous avez vécu ou ce que vous pourriez affronter, pensez à soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Votre contribution nous permet de continuer à faire des recherches et à partager ce savoir qui peut littéralement protéger des vies. Merci de faire partie de cette communauté. Maintenant, je veux vous parler spécifiquement de comment vous protéger durant chaque phase de l'effondrement. Durant la phase 1, la négation intensifiée, votre stratégie principale doit être le distancement émotionnel. Le narcissique, dans cette phase, va être particulièrement difficile à gérer. Ces distorsions de la réalité vont être plus extrêmes que jamais. Essayez de raisonner avec lui, de lui montrer des preuves, ou de lui faire voir la vérité est inutile et épuisant. Votre travail n'est pas de corriger ces distorsions. Votre travail est de protéger votre propre perception de la réalité. Aussi, durant cette phase, il est important que vous documentiez ce que vous observez, les affirmations grandioses qu'il fait, les mensonges qu'il raconte, les réactions disproportionnées. Cette documentation peut être importante plus tard, spécialement si l'effondrement progresse à la phase 3. Durant la phase 2, la recherche désespérée d'alimentation, vous allez être une cible. Le narcissique va essayer d'extraire de vous la validation dont il a désespérément besoin. Il peut être charmant, il peut être vulnérable, il peut faire des promesses qui semblent authentiques. Ne tombez pas dans le panneau, ce n'est pas un changement réel, c'est du désespoir. Votre stratégie durant cette phase doit être le contact zéro, ou si ce n'est pas possible, le contact minimal et purement fonctionnel. Ne lui donnez pas l'alimentation qu'il recherche. Chaque fois que vous répondez à son charme,
Chaque fois que vous le consolez, chaque fois que vous lui donnez de l'espoir, vous alimentez le cycle au lieu de le laisser s'effondrer. Durant la phase 3, la rage narcissique déchaînée, votre seule priorité, c'est la sécurité. Ce n'est pas une phase pour les confrontations. Ce n'est pas une phase pour tenter une communication. C'est une phase où le narcissique est réellement dangereux et vous devez être le plus loin possible. Si vous vivez avec le narcissique, c'est la phase où vous avez besoin d'un plan de sécurité, savoir où aller si les choses dégénèrent, avoir des personnes alertées de la situation, avoir un sac préparé avec des documents importants. Je n'exagère pas. La rage narcissique déchaînée a mené à des tragédies bien trop souvent pour la prendre à la légère. Si vous ne vivez pas avec lui, mais que vous restez en contact, c'est la phase pour couper complètement, bloquer les numéros, éviter les endroits où il pourrait vous trouver. Alertez votre lieu de travail s'il y a un risque qu'il y apparaisse. Prendre au sérieux toute menace, directe ou indirecte. Durant la phase 4, la fragmentation, la tentation va être grande. Le narcissique peut sembler réellement vulnérable. Il peut montrer des remords. Il peut admettre des choses qu'il n'a jamais admises. Et quelque chose en vous, spécialement si vous êtes une personne empathique, va vouloir aider, va vouloir être là, va avoir l'espoir que cette fois c'est différent. Jung avait un avertissement clair à ce sujet. La compassion mal dirigée durant la fragmentation peut devenir un piège. Le narcissique en fragmentation peut utiliser votre aide pour se stabiliser temporairement, juste pour revenir à son schéma une fois qu'il se sentira mieux, et vous aurez investi de l'énergie émotionnelle, du temps, peut-être des ressources, dans quelqu'un qui va revenir vous blesser. Si vous décidez d'offrir n'importe quel type de soutien durant la fragmentation, faites-le avec des limites très claires. Un soutien qui ne vous met pas en contact proche. Un soutien qui ne vous rend pas vulnérable. Un soutien qui peut être retiré immédiatement si la situation change. Et restez vigilant aux signes que la reconstruction narcissique est en train de commencer. Durant la phase 5, votre réponse dépend de la direction que ça prend. Si le narcissique est en reconstruction, il faut comprendre qu'il va probablement redevenir celui qu'il était. La reconstruction signifie qu'il a trouvé un moyen de restaurer sa structure narcissique. Il peut être plus prudent pendant un temps, il peut éviter certains des comportements qui ont causé l'effondrement précédent, mais la structure fondamentale est toujours là. Les mêmes besoins, les mêmes vulnérabilités, les mêmes schémas de manipulation, peut-être avec des tactiques différentes. Carl Jung l'avait déjà analysé. Si le narcissique est en dissolution, la situation est différente, mais pas moins compliquée. On peut ressentir de la compassion pour quelqu'un dont la vie s'écroule. On peut se sentir coupable si son effondrement est lié à notre départ. On peut ressentir l'impulsion de secourir quelqu'un qui souffre, clairement. Jung était très clair sur ce point. Vous n'avez pas causé sa dissolution. C'est sa structure psychologique qui l'a causée. Votre départ a peut-être été le détonateur, mais la fragilité était la sienne. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Jung considérait comme fondamental, à propos du fait d'être témoin d'un effondrement narcissique. L'effondrement de quelqu'un qui vous a blessé peut éveiller des émotions compliquées. D'un côté, il peut y avoir de la satisfaction. Enfin, il vit les conséquences. Enfin, son masque est tombé. Enfin, le monde voit ce que vous avez toujours vu. Cette satisfaction est humaine et compréhensible. D'un autre côté, il peut y avoir de la compassion. Malgré tout ce qu'il vous a fait, le voir détruit peut éveiller la pitié. Surtout si vous connaissez son histoire, si vous comprenez d'où viennent ses blessures, si à un moment donné, vous l'avez vraiment aimé, à votre manière. Jung disait que ces deux émotions peuvent coexister et qu'elles sont toutes les deux valides. Vous n'avez pas à choisir entre satisfaction et compassion. Vous pouvez ressentir de la satisfaction qu'il affronte enfin les conséquences, tout en ressentant simultanément de la compassion pour sa souffrance. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser l'une de ces émotions
vous ramener dans son orbite. La satisfaction peut se transformer en obsession. Vous pouvez vous retrouver à surveiller son effondrement, à savourer chaque nouveau développement, à gaspiller de l'énergie mentale dans sa chute. Cette obsession vous maintient lié à lui, même s'il n'est plus dans votre vie. La compassion peut se transformer en sauvetage. Vous pouvez sentir que vous devez aider, que vous devez être là, que peut-être, maintenant qu'il est détruit, il peut enfin changer et que vous pouvez avoir la relation que vous avez toujours voulu. Cette compassion mal canalisée peut vous remettre en danger. L'équilibre que Jung recommandait, c'est le détachement compatissant. Vous pouvez reconnaître sa souffrance sans en faire la vôtre. Vous pouvez souhaiter qu'il trouve de l'aide, sans que ce soit vous qui la lui fournissiez. Vous pouvez observer son effondrement, sans vous obséder avec lui. Vous pouvez continuer votre vie, pendant qu'il gère les conséquences de la sienne. Il y a quelque chose d'important que Jung voulait que vous compreniez à propos de votre rôle dans l'effondrement. Si le narcissique s'est effondré après que vous l'ayez quitté, il est possible qu'il vous blâme. Il est possible que d'autres vous blâment. Il est possible que vous vous demandiez vous-même si votre départ a causé cela. Jung était absolument clair à ce sujet. Vous n'avez pas causé l'effondrement. L'effondrement est le résultat d'une structure psychologique fragile, qui allait finir par céder. Pensez-y de cette façon. Si une maison est construite sur des fondations défectueuses, elle va finir par tomber. Peut-être qu'un tremblement de terre la fera tomber. Peut-être une tempête. Peut-être simplement le passage du temps. Mais la cause réelle de la chute n'est pas le tremblement de terre ou la tempête, c'est la faiblesse des fondations. Votre départ a peut-être été l'événement qui a déclenché l'effondrement. Mais la raison de l'effondrement, c'est la fragilité que le narcissique a toujours eue. Ne portez pas une culpabilité qui ne vous appartient pas. Vous aviez le droit de partir. Vous aviez le droit de protéger votre vie. Vous aviez le droit de cesser d'être sa source d'alimentation, qu'il ne puisse pas fonctionner sans vous exploiter. Ce n'est pas votre problème, c'est son problème. Il y a aussi quelque chose que l'effondrement narcissique révèle. L'effondrement montre la vérité qui a toujours été là, mais qu'il était difficile de voir. La grandiosité du narcissique a toujours été une façade. La sécurité qu'il projetait a toujours été une mise en scène. Le contrôle qu'il semblait avoir a toujours été une illusion. L'effondrement rend simplement visible ce qui a toujours été réel. Un être humain profondément blessé, incapable de connexion authentique, construit sur des mensonges qui n'ont finalement pas pu tenir. Cette révélation peut être validante. Si vous avez déjà douté de vous-même, si vous avez déjà cru qu'il était vraiment aussi supérieur qu'il le disait, si vous vous êtes déjà demandé si c'était vous le problème, l'effondrement vous montre la vérité. Ce n'était pas vous, ça n'a jamais été vous. C'était quelqu'un dont la structure entière dépendait de mensonges et d'exploitation. Il y a quelque chose que Jung voulait que vous sachiez, à propos de ce qui vient après avoir été témoin d'un effondrement. Votre vie continue, et elle devrait continuer. L'effondrement du narcissique peut sembler être un événement énorme, mais il ne doit pas définir votre avenir. Vous avez le droit de continuer. Vous avez le droit de construire une vie qui n'ait rien à voir avec lui. Vous avez le droit de cesser de penser à lui. Éventuellement, certaines victimes se sentent coupables de continuer, pendant que le narcissique est toujours en effondrement. Elles sentent que d'une certaine manière, il est cruel de vivre bien quand il souffre. Jung était clair à ce sujet. Votre bonheur n'est pas cruel. Votre paix n'est pas une vengeance. Votre belle vie ne cause pas sa souffrance. C'est lui qui cause sa souffrance. Que vous viviez bien pendant qu'il s'effondre. Ce sont simplement les conséquences naturelles de ses propres décisions. Il y a aussi quelque chose à propos de la façon dont l'effondrement peut changer votre perspective. Beaucoup de victimes de narcissiques vivent dans la peur. Peur du narcissique, peur de son pouvoir, peur de ce qu'il pourrait faire. Voir l'effondrement peut changer cela.
Ça peut vous montrer qu'il n'est pas aussi puissant que vous le croyez, que son contrôle était une illusion, que sous la grandiosité, il y avait quelqu'un de fragile, qui ne pouvait pas tenir sans exploiter les autres. Cette nouvelle perspective peut être libératrice. La peur que vous aviez de lui peut commencer à se dissiper quand vous voyez la vérité de qui il était. Ce n'était pas un titan, c'était quelqu'un construit sur des mensonges, qui ont finalement implosé sous leur propre poids. Jung avait une dernière observation à faire à propos de l'effondrement narcissique. Être témoin d'un effondrement, surtout si c'était quelqu'un de proche, peut être traumatisant en soi. Ça peut réactiver le traumatisme de l'abus que vous avez subi. Ça peut éveiller des émotions que vous croyiez avoir traitées. Ça peut vous laisser confus quant à ce que vous ressentez et comment agir. C'est normal. L'effondrement de quelqu'un qui occupait une place significative dans votre vie, même si c'est une place nuisible, est un événement important. Donnez-vous la permission de traiter ce que vous ressentez. Cherchez du soutien si vous en avez besoin. Ne prétendez pas que cela ne vous affecte pas, juste parce qu'il vous a blessé. Vous avez peut-être été sa victime. Et pourtant, être affecté par le fait de voir sa destruction. Les émotions humaines sont compliquées. Et elles n'ont pas à être logiques. Il y a une question que beaucoup de victimes se posent, à propos de l'effondrement. Peut-il être prévenu? Y a-t-il quelque chose que vous auriez pu faire pour éviter que le narcissique n'arrive à ce point? La réponse de Jung était sans équivoque « non ». L'effondrement narcissique est l'aboutissement inéluctable d'une structure psychologique intrinsèquement fragile, intenable. On peut le retarder, on peut le repousser, mais on ne peut l'empêcher définitivement. La seule façon d'éviter cet effondrement serait que le narcissique change fondamentalement qui il est, et cela exige un niveau de conscience de soi, un travail introspectif, une honnêteté envers soi-même, que la majorité des narcissiques n'ont ni la capacité ni le désir d'acquérir. Carl Jung insistait sur l'importance de cette introspection. Vous ne pouviez pas le sauver de lui-même. Vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas lui fournir suffisamment d'alimentation narcissique pour le soutenir ad vitam aeternam. Vous ne pouviez pas l'aimer assez pour guérir sa blessure originelle. L'effondrement était inscrit dans son avenir. La seule inconnue était le moment où il se produirait et le facteur déclenchant. Une autre question fréquente est de savoir si le narcissique peut tirer des leçons de cet effondrement. En théorie, oui. L'effondrement peut être une occasion de confronter des vérités que le narcissique a toujours fuies. Un moment de lucidité. Peut-être le moment où il sollicitera enfin une aide professionnelle auprès d'un thérapeute jungien, par exemple. Cela pourrait être le point de bascule vers un véritable changement. Jung lui-même entrevoyait cette possibilité, même si elle restait rare. En pratique, c'est rare. La plupart des narcissiques qui s'effondrent finissent par reconstruire leur structure, sans avoir tiré la moindre leçon fondamentale. Ils trouvent de nouvelles sources d'alimentation, de nouveaux followers. Ils élaborent de nouveaux récits, de nouvelles justifications qui protègent leur ego, surdimensionné. Ils s'adaptent sans se transformer. L'effondrement devient une anecdote, une histoire qu'ils racontent de manière à se présenter comme des victimes et non comme les artisans de leur propre malheur. Si le narcissique dans votre vie prétend avoir changé après l'effondrement, soyez très sceptique. Recherchez des preuves durables sur le long terme, pas seulement des déclarations, des promesses en l'air. Observez un véritable travail thérapeutique, pas seulement des intentions. Suivez l'évolution de ses comportements sur la durée, et non des moments d'apparente transformation. Restez prudent et protégez votre cœur. Si vous avez été témoin de l'effondrement d'un narcissique, partagez votre expérience dans les commentaires. Indiquez dans quelle phase il se trouvait lorsqu'il est devenu le plus dangereux, ou dans quelle phase il se trouve actuellement si le processus est toujours en cours. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à reconnaître les signaux d'alerte et à se protéger. Et rappelez-vous,
Leur effondrement n'est pas votre responsabilité. Votre seule responsabilité est votre propre sécurité et votre propre paix intérieure. C'est Carl Jung lui-même qui nous le rappelle.